L'essentiel en 30 secondes, la perméabilité intestinale est une réalité physiologique et mesurable. Votre paroi digestive laisse passer de façon contrôlée ce qui doit l'être et retient le reste. Ce qui n'est pas établi, c'est le syndrome du leaky gut, présenté comme un diagnostic unique, censé expliquer la fatigue, les douleurs et une longue liste de maladies. La recherche montre qu'une hyperperméabilité accompagne certaines situations bien identifiées, comme la maladie coéliaque, les maladies inflammatoires de l'intestin ou l'atteinte du foie, sans qu'on puisse en faire la cause de tout. Renforcer sa barrière repose surtout sur le microbiote et l'alimentation, avec des bénéfices réels, mais mesurés. En tant que médecin, je vois circuler beaucoup de contenu sur le leaky gut, entre promesses de réparation en 3 semaines et rejet pur et simple du concept. La vérité se situe entre les deux, et elle est plus intéressante que les deux camps ne le laissent croire. Je vous propose donc de poser une ligne de partage nette entre ce que la science établit et ce qui relève encore de l'hypothèse ou du marketing. Vous verrez qu'on peut prendre ce sujet au sérieux sans tomber dans la panique intestinale. Perméabilité intestinale, que dit vraiment la science? Commençons par le vrai. Votre intestin est tapissé d'une paroi faite d'une seule couche de cellules, et cette paroi doit accomplir 2 tâches contradictoires en même temps, absorber l'eau et les nutriments, tout en bloquant le passage de ce qui n'a rien à faire dans votre organisme. Cette double fonction porte un nom, la barrière intestinale, et sa capacité à laisser passer plus ou moins de choses, c'est la perméabilité. Un travail de consensus publié en 2014 par un groupe d'experts, Bischoff et ses collègues, a justement clarifié ce vocabulaire en distinguant la barrière, qui désigne l'ensemble du système de défense, de la perméabilité, qui en est la propriété mesurable. Ces auteurs positionnent l'hyperperméabilité comme une cible de prévention et de traitement dans plusieurs maladies, des maladies inflammatoires de l'intestin à la maladie coéliaque, en passant par l'obésité et l'atteinte du foie. Autrement dit, la perméabilité intestinale existe, elle se mesure et elle intéresse la recherche depuis longtemps. Le débat ne porte pas là-dessus, il porte sur le mot syndrome. Votre intestin, une porte contrôlée plutôt qu'un mur étanche, l'image des trous dans l'intestin est parlante, mais elle est trompeuse. Votre paroi n'est pas un mur qui se fissure, c'est plutôt une porte à plusieurs serrures, réglée en permanence. Entre les cellules qui bordent l'intestin, il existe des structures appelées jonctions serrées qui décident de ce qui peut passer entre les cellules et de ce qui doit rester dehors. Une revue de référence parue en 2023 dans Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, Horowitz et ses collègues, décrit 2 voies de passage distinctes à travers ces jonctions. La première, la voie pore, laisse circuler de petits ions et de l'eau. La seconde, la voie leak, concerne des molécules plus grosses et s'ouvre davantage dans un contexte inflammatoire. Ces 2 voies sont sélectives, selon la taille et la charge de ce qui se présente. Dans les maladies inflammatoires de l'intestin, ces mêmes travaux montrent que certaines protéines de scellement diminuent et que la perméabilité augmente. La leçon est simple, la barrière est un système dynamique qui se règle, pas une surface qui se perce. Pourquoi le syndrome du leaky gut n'est pas un diagnostic reconnu? Voici le point qui fâche, et c'est celui que je tiens le plus à clarifier. Il faut séparer 2 choses qu'on mélange sans arrêt. D'un côté, la perméabilité intestinale, phénomène physiologique documenté. De l'autre, le syndrome du leaky gut, étiquette commerciale censée expliquer à elle seule fatigue chronique, douleurs, troubles de l'humeur, problèmes de peau et maladies auto-immunes. Cette seconde version ne figure pas dans les classifications médicales et ne dispose ni d'une définition consensuelle ni d'un cadre diagnostique reconnu. Ce n'est pas un détail de vocabulaire. Faire d'une hyperperméabilité la cause universelle de troubles très divers, c'est inverser le sens de la flèche. Dans la plupart des situations étudiées, la perméabilité accrue est plutôt une conséquence ou un maillon d'un déséquilibre plus large qu'une cause isolée. Le tableau ci-dessous résume la ligne de partage. Aspect perméabilité intestinale, réalité mesurable, syndrome du leaky gut, allégation à nuancer, définition fonction physiologique normale, réglée par les jonctions serrées, étiquette large, censée expliquer de nombreux symptômes à la fois, statut scientifique, concept établi, cadre de consensus publié, pas de définition, ni de code diagnostique reconnu, mesure test, décrit dans la littérature, rapport lactulose-mannitol, marqueur sanguin, autodiagnostic ou test vendu hors cadre médical, à interpréter avec prudence. Lien avec la maladie hyperperméabilité, observée dans certaines pathologies précises, présentée comme cause unique de troubles variés, ce que les données ne soutiennent pas, ce qu'on peut en faire cible de prévention et de recherche, promesse de réparation globale souvent surévaluée.
Le gluten ouvre-t-il vraiment les jonctions de l'intestin? Sur ce point, la biologie est réelle et bien décrite, ce qui rend le sujet d'autant plus facile à caricaturer. Selon le modèle proposé par Alessio Fasano en 2012 dans Clinical Gastroenterology and Hepatology, la zonuline serait le seul modulateur physiologique connu à ce jour des jonctions serrées. La gliadine, l'une des protéines du gluten, déclencherait la libération de cette zonuline, ce qui dessert les jonctions et augmente le passage à travers la paroi, laissant filtrer des fragments qui, normalement, resteraient dans l'intestin. Ce mécanisme décrit sur des tissus humains reste néanmoins débattu, notamment sur la fiabilité du dosage sanguin de la zonuline. Cette mécanique est documentée, et c'est important de le dire, mais il faut aussi refuser le raccourci « le gluten perce l'intestin de tout le monde, donc tout le monde doit l'éliminer ». L'effet est clairement établi dans la maladie cœliaque et dans des conditions expérimentales, et il n'implique pas qu'un régime sans gluten soit indiqué pour l'ensemble de la population. On peut reconnaître un mécanisme précis sans en tirer une règle universelle. Si vous suspectez une intolérance, la bonne démarche reste d'en parler à un médecin plutôt que de supprimer un aliment au hasard. Comment mesure-t-on la perméabilité intestinale? C'est ici que beaucoup de gens se font proposer des tests, et où un peu de bon sens diagnostique évite des dépenses inutiles. La littérature décrit plusieurs approches. Le rapport lactulose-mannitol repose sur un principe élégant. On fait ingérer 2 sucres, une petite molécule qui traverse normalement la paroi, et une grosse molécule qui ne passe en quantité que si la barrière est abîmée. On mesure ensuite ce qu'on retrouve dans les urines, et le rapport entre les deux renseigne sur l'état de la barrière. La revue de consensus de 2014, Bischoff et ses collègues, cite cette méthode ainsi que des marqueurs sanguins parmi les outils de mesure. La zonuline mérite un mot à part parce qu'elle est très mise en avant. Les travaux de Fasano la décrivent comme un régulateur physiologique des jonctions serrées. En revanche, prendre une seule mesure de zonuline et en faire à elle seule un verdict sur l'intégrité de votre barrière reste discuté. Un marqueur unique ne suffit pas à poser un diagnostic, et un test vendu en dehors d'un cadre médical est souvent imprécis pour la majorité des gens qui l'utilisent, sans accompagnement. Je ne dis pas que ces tests ne servent à rien, je dis qu'ils s'interprètent avec recul, et de préférence avec un professionnel, pas comme un oracle acheté en ligne. Barrière intestinale, inflammation et longévité. Le lien à comprendre, c'est le passage qui m'intéresse le plus dans une perspective de longévité, car il fait le pont avec le vieillissement. Quand la barrière laisse davantage passer et que le microbiote est déséquilibré, des fragments bactériens comme les lipopolysaccharides peuvent franchir la paroi en plus grande quantité. Une fois de l'autre côté, ils stimulent le système immunitaire et entretiennent une inflammation de bas grade, ce feu qui couve sans bruit et que la recherche associe aux maladies chroniques et au vieillissement. Une illustration concrète nous vient du foie. Une méta-analyse de 14 études humaines publiée en 2020 dans Liver International a montré que la perméabilité de l'intestin grêle est significativement accrue chez les personnes atteintes de stéatose hépatique non alcoolique, comparées aux témoins, différence moyenne standardisée de 0,119, avec une perméabilité d'autant plus marquée que la stéatose est importante, sans lien démontré avec l'inflammation ni la fibrose du foie, et une zonuline sérique plus haute, ce dernier point restant toutefois très variable d'une étude à l'autre. Un point d'honnêteté s'impose, il s'agit d'une association, pas d'une preuve que l'intestin cause à lui seul la maladie du foie. Mais le signal va toujours dans le même sens, et il fait de la barrière intestinale l'un des leviers, parmi d'autres, sur lesquels agir contre l'inflammation chronique liée à l'âge. Note d'usage, cet article a une vocation d'information et ne remplace pas un avis médical personnalisé. Si vous présentez des symptômes digestifs persistants, parlez-en à votre médecin avant de modifier votre alimentation ou de prendre des compléments. Peut-on vraiment renforcer sa barrière intestinale? Oui, mais sans magie et sans complément unique présenté comme solution. Ce qui ressort le plus solidement des essais humains, c'est le rôle du microbiote et de son alimentation. Une méta-analyse d'essais cliniques parue en 2025 dans Pharmacological Research, Gorbani et ses collègues, a évalué prébiotiques, probiotiques et symbiotiques sur des marqueurs de perméabilité. Les prébiotiques réduisent nettement les lipopolysaccharides circulants, différence moyenne standardisée de 0,88 avec un niveau de certitude jugé élevé. Et les pro-symbiotiques abaissent la zonuline, différence moyenne standardisée de 0,49, certitude modérée. La variabilité entre les études reste importante, ce qui invite à rester mesuré, mais la direction est cohérente. Nourrir les bonnes bactéries renforce la paroi. Ces bactéries produisent d'ailleurs des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui sert de carburant aux cellules du côlon et participe à l'entretien des jonctions.
Il faut aussi un garde-fou contre les allégations trop belles. La glutamine est vendue un peu partout comme le complément du Leaky Gut. Or, une méta-analyse de 12 essais contrôlés publiée en 2024 dans Amino Acids, Abbasi et ses collègues, ne retrouve pas d'effet global significatif de la glutamine sur la perméabilité intestinale chez l'adulte, avec un signal favorable seulement à très forte dose, au-delà de 30 grammes par jour. Ce n'est pas une raison de la diaboliser, c'est une raison de ne pas miser toute sa stratégie dessus. La digestion haute compte aussi. L'acidité gastrique, les enzymes et les acides biliaires participent à un transit sain et à une paroi bien entretenue. Votre protocole barrière intestinale en 5 gestes: diversifiez ce que vous mangez pour nourrir la diversité de votre microbiote. Variez les végétaux, les fibres et les aliments fermentés. Pourquoi? Ce sont les fibres qui alimentent les bactéries protectrices et les essais montrent que pré- et probiotiques abaissent des marqueurs de perméabilité. Réduisez l'excès de fructose et d'aliments ultra transformés et surveillez l'alcool. Pourquoi? Ces facteurs entretiennent inflammation et déséquilibre du microbiote, exactement l'inverse de ce qu'on cherche pour une paroi solide. Prenez soin de votre santé métabolique et de votre foie. Pourquoi? Les données montrent que l'hyperperméabilité est associée à l'atteinte du foie, donc protéger votre métabolisme protège aussi votre barrière. Ne misez pas tout sur un complément unique. Pourquoi? La glutamine, par exemple, n'améliore pas la perméabilité en général selon les essais, alors traitez les compléments comme un appoint, pas comme un remède central. Devant un symptôme qui dure, consultez plutôt que de vous auto-diagnostiquer un leaky gut. Pourquoi? Une hyperperméabilité accompagne des maladies précises qui se diagnostiquent et se prennent en charge médicalement, et un vrai bilan vaut mieux qu'un test acheté seul. Pour aller plus loin, microbiome, 30 plantes par semaine pour un intestin résilient. Acide lithocolique, l'acide biliaire de la longévité fructose, ce que l'excès fait vraiment à votre métabolisme. Sources Fasano A. Intestinal permeability and its regulation by zonulin. Diagnostic and therapeutic implications. Clinical gastroenterology and hepatology, 2012. DOI 10 1016J. CGH 2012 08 012. Bischoff SC. Barbara G. Berman W. Okuizan T. Schulzke JD. Serino M. Tilg H. Watson A. Wells JM. Intestinal permeability, a new target for disease prevention and therapy. BMC Gastroenterology, 2014. DOI 10 1186 S876 01 to 01897 Horowitz A. Chanez Paredes SD. Heist X. Turner JR. Paracellular permeability and tight junction regulation in gut health and disease. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, 2023. DOI 10 1038 S41 7523 to 07663. Gorbani et al., Reinforcing Gut Integrity, a systematic review and meta-analysis of clinical trials assessing probiotics, synbiotics and prebiotics on intestinal permeability markers, Pharmacological Research 2025, DOI 10 1016J, PIRS 2025, 107780, Intestinal Permeability in Human Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, a systematic review and meta-analysis, Liver International 2020, DOI 10 1111 Lavay 14696, Abbasi et al., a systematic review and meta-analysis of clinical trials on the effects of glutamine supplementation on gut permeability in adults, Amino Acids 2024, DOI 10 1007 S00726 024 to 034 207.